Bien, alors dernière chose sur Meinong, avant qu'on passe au grand Husserl. Vous vous souvenez que dans la typologie des états mentaux de Meinong, il y a une distinction entre les émotions et les désirs. Alors que les désirs sont reliés aux normes, tu dois, tu ne dois pas, il est interdit, les émotions sont reliées aux valeurs. Il est bon, il est mauvais, il est préférable, etc. Un aspect important de la philosophie de Meinong, ça a été ses positions au sujet de ce que sont ces valeurs, okay, qui est une question importante aussi bien quand vous faites de l'esthétique, de la philosophie morale, de la philosophie politique, de la philosophie de la religion, etc. Meinong a complètement changé d'avis au sujet des valeurs. Il a commencé par être un subjectiviste avant de devenir un objectiviste. Autrement dit, il a commencé par soutenir que les valeurs n'étaient que le reflet de nos préférences, de nos émotions, avant de penser que les valeurs étaient préalables à nos émotions. Je vous présente rapidement ces deux étapes de sa pensée. Au début, Meinong, qui est donc à Vienne, il est très influencé par un économiste dont vous avez entendu parler si vous avez suivi le cours de philosophie politique, un économiste très important, père de l'école autrichienne en économie, et pas en philosophie, mais les deux sont liés, enfin, par des liens un peu distendus, mais il y a eu des influences mutuelles. Que dit Menger? Menger, c'est un nom que vous devez connaître, ça doit faire partie de votre culture scientifique générale. Il y a une grande chose qui se produit à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle en économie le tournant marginaliste. Le tournant marginaliste, c'est le tournant qui consiste à passer de l'idée que ce qui fonde la valeur économique des choses, c'est la quantité de travail qu'elles contiennent. Ça, c'est la thèse d'Adam Smith, de David Ricardo, qui est reprise par Marx. À l'idée que ce qui fonde la valeur économique des choses, c'est à quel point elles satisfont nos besoins, nos désirs. Okay, et peu importe la quantité de travail qu'elles contiennent. Quelle est la valeur d'une unité supplémentaire de choses? Ça, c'est le côté marginal de la théorie. J'ai déjà un certain nombre de, je ne sais pas quoi, paires de chaussures. Quelle est la valeur supplémentaire d'une paire de chaussures étant donné celle que j'ai déjà, hein? La valeur qu'elle a pour moi, dans cette optique, c'est à quel point je la veux. C'est le désir ou l'appréciation, l'envie que j'ai de cette nouvelle paire de chaussures étant donné les paires de chaussures que j'ai déjà. Et vous voyez que ce qu'on appelle l'utilité marginale d'une paire de chaussures, elle dépend de la quantité de paires de chaussures que vous avez déjà. Peut-être pas si vous êtes une femme, je ne sais pas, je suis toujours étonné par le fait que plus on a de paires de chaussures, plus il en faut. Mais en tout cas, pour nous les hommes, quand on a une paire de chaussures et qu'on en prend une deuxième, la deuxième, elle est moins importante que la première parce qu'on peut déjà marcher avec des chaussures, d'accord ? On n'est pas obligé de marcher pieds nus déjà. Donc la deuxième paire de chaussures, elle est moins importante que la troisième, etc. C'est ce qu'on appelle l'utilité marginale décroissante. Alors, ça c'est une parenthèse pour vous expliquer que dit en deux mots Karl Menger qui est là. Meinong suit ses cours, le lit est très influencé et pense que, il faut faire la même chose que ce que fait Menger avec la valeur économique. Menger dit la valeur économique d'un bien, une paire de chaussures additionnelles, ça dépend de l'importance que nous lui attribuons. Et Meinong généralise, il dit c'est vrai aussi pour les valeurs éthiques ou esthétiques. Les choses ont de la valeur en vertu de la manière dont on les évalue, okay, de nos attitudes évaluatives. Je vais laisser tomber les points sur la valeur personnelle ici et ensuite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du subjectivisme axiologique. Pensez à cette question qu'on présente souvent, est-ce que les choses sont belles parce qu'on les apprécie ou est-ce qu'on les apprécie parce qu'elles sont belles? Si vous êtes un subjectiviste, vous dites les choses sont belles parce qu'on les apprécie. C'était la première théorie de Meinong. Alors, ce subjectiviste, il a un certain nombre d'implications et il prend la forme suivante chez Meinong. Pour Meinong, l'attitude qui donne des valeurs aux choses, c'est ce qu'il appelle des sentiments de valeur, Wertgefühl. Ce n'est pas le désir. Okay. Et là, vous voyez que... Alors là, c'est très tôt, hein, mais vous voyez déjà pointe cette distinction entre les émotions et les désirs qui va être sédimentée après dans sa philosophie
de l'esprit. Autrement dit, vous avez deux versions de subjectivisme. Vous pouvez dire une chose est bonne parce que je l'aime, ou une chose est bonne parce que je désire la voir. Et Meinong dit, c'est parce que je l'aime, c'est pas parce que je désire la voir. Okay, il faut bien distinguer les émotions des désirs. Ce qui confère des valeurs aux choses, ce sont nos émotions, ou nos sentiments de valeur. Okay. Donc, de la même façon qu'il y a une priorité des valeurs sur les normes, il y a une priorité des émotions sur les désirs, et ça, c'est quelque chose auquel Meinong ne renoncera jamais, même s'il va changer son attitude, évidemment, au sujet des valeurs en devenant plus objectiviste ou réaliste à leur égard. Si vous êtes un subjectiviste au sujet des valeurs, vous devez nier qu'on puisse se tromper au sujet des valeurs. Okay, donc le tableau est beau parce que vous l'appréciez. Okay, donc si vous appréciez le tableau, il est beau. Il n'y a pas moyen de faire d'erreur. Si vous êtes un réaliste, à l'inverse, vous pouvez apprécier le tableau alors qu'il est moche. Okay. Un subjectiviste n'a pas de place pour l'erreur axiologique. L'erreur axiologique, si on entend par là le fait qu'on aurait des attitudes affectives inappropriées. Non, par définition, nos émotions sont elles qui introduisent les valeurs dans le monde, donc si vous les avez, il y a les valeurs qui correspondent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes d'erreur dans le voisinage de cette erreur-là qui est impossible. Il y a deux autres formes d'erreur possibles ici, dit Meinong. Vous pouvez vous tromper dans les jugements que présupposent vos attitudes évaluatives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si pour trouver le tableau beau, il faut penser qu'il y a un tableau devant vous. Mais peut-être que vous avez une hallucination, qu'il n'y a pas de tableau devant vous. Okay. Donc à ce moment-là, vous êtes en train de dire « Waouh, c'est beau ». Mais évidemment, il n'y a rien qui est beau, parce que le tableau n'est pas là. Alors, il y a un tableau non subsistant, pour Meinong évidemment, mais vous faites une erreur, qui n'est pas une erreur dans l'attribution de valeur de l'objet, mais dans le fait que vous pensez que l'objet auquel vous attribuez de la valeur a un statut ontologique qu'il n'a pas. Vous pensez qu'il existe alors qu'il n'existe pas. D'accord ? Donc ça, c'est une erreur possible, parfaitement, pour Meinong. Puis une autre erreur possible, c'est que vous pouvez vous tromper sur vos propres attitudes. Et là-dessus, Meinong est intéressant, et il rompt avec la forme de... C'est un peu exagéré d'attribuer ça à Brentano, mais Brentano, vous vous souvenez, il a un arrière-plan très cartésien qui, en très gros et de manière caricaturale, mais qui aide à comprendre la position de Meinong ici, consiste à dire on ne peut pas se tromper sur nos états mentaux. Pour Meinong, on peut se tromper clairement sur nos états mentaux, puisque vous pouvez croire que vous appréciez quelque chose alors que vous ne l'appréciez pas. Okay. Ou vous pouvez croire que vous n'appréciez pas quelque chose alors que vous l'appréciez. Donc vous pouvez croire que vous n'êtes pas amoureux de Giacomo, alors qu'en fait vous êtes amoureux de Giacomo. Et là vous vous trompez, d'accord ? Donc, et ça, ce n'est pas une erreur axiologique, d'accord ? C'est une erreur au sens, c'est une erreur sur la connaissance que vous avez de vos états mentaux. Ce qui fait que Giacomo a de la valeur pour vous, c'est que vous l'aimez, mais vous croyez que vous ne l'aimez pas, donc vous croyez qu'il n'a pas de valeur pour vous. C'est au niveau de vos croyances qu'il y a une erreur, mais au niveau de vos émotions, il n'y a pas d'erreur. D'accord ? Vos émotions, elles confèrent de la valeur aux objets, donc elles-mêmes ne peuvent pas se tromper. Okay ? Si se tromper pour une émotion, c'est aimer quelque chose qui n'a pas de valeur. Bien, donc ça c'est le subjectiviste axiologique de Meinong. En 1912, à partir de 1912, Meinong va passer à complètement abandonner cette théorie et il va passer à ce qu'on appelle l'objectivisme axiologique. Plutôt que de définir les valeurs à l'aide des émotions, il va, comme on l'a vu, dorénavant, définir les émotions à l'aide des valeurs. Autrement dit, il va dire que les émotions sont des perceptions de valeurs, pour reprendre la manière dont on présente la théorie aujourd'hui, les présentations émotionnelles. Les valeurs sont des objets d'émotion. Okay ? Vous voyez que donc vous avez deux théories au sujet des émotions et des valeurs. Soit vous définissez les valeurs en termes des émotions, enfin vous en avez plus que ça en réalité, vous avez deux théories polaires. Autrement dit, vous dites qu'est-ce que c'est qu'être beau, c'est être apprécié. Soit vous faites l'inverse, vous dites non, c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut dire qu'est-ce que c'est qu'apprécier une chose, c'est la trouver belle. Okay. Et ça, c'est la deuxième théorie de Meinong. On part d'un réalisme au sujet des valeurs, que Meinong appelle les dignitatifs. Il y a des valeurs dans le monde, ce n'est pas très surprenant que Meinong accepte, étant donné sa théorie de l'objet, aussi la réalité des valeurs. Une fois que vous acceptez les cercles carrés, ce serait quand même étrange de ne pas donner une réalité aux valeurs, qui sont des objets idéaux, au même titre que les autres propriétés.
Et qu'est-ce que c'est qu'avoir une émotion? C'est voir les valeurs qu'il y a dans l'objet. Okay. Si vous appréciez un tableau, c'est que vous voyez sa beauté. Si vous regrettez d'avoir fait quelque chose, c'est que vous percevez le caractère mauvais de ce que vous avez fait, etc. Vladimir. Sur la bien compris, on est passé de j'aime Giacomo, donc Giacomo a de la valeur, à Giacomo a de la valeur, donc je l'aime. Non. On est passé de j'aime Giacomo, donc il a de la valeur, à Giacomo a de la valeur, donc il serait approprié pour moi de l'aimer. Ce n'est pas que vous devez l'aimer s'il a de la valeur, d'accord? C'est de la même façon, vous concevez les valeurs comme les autres propriétés. Donc c'est la table est rectangulaire, ça ne veut pas dire que vous voyez que la table est rectangulaire. Ça veut dire que si vous voyez la table, elle doit vous apparaître rectangulaire. Okay? De la même façon, Giacomo a une valeur positive. Si vous avez une émotion vis-à-vis de Giacomo, ça doit être une émotion positive. Ça va? Hein? Mais c'est peut-être encore mieux de poser ça en termes de définition. Dans un cas, on définit les valeurs à l'aide des émotions. Avoir une valeur, c'est être l'objet d'une certaine émotion. Ça, c'est la première théorie de Meinong. Dans la seconde théorie de Meinong, on définit les émotions en termes de valeurs. Avoir une émotion, c'est percevoir une valeur dans l'objet. Justine. Oui, les choses sont appréciées parce qu'elles sont belles. Okay, mais ça n'implique pas la chose que disait Vladimir à l'instant, qui est que si les choses sont belles, forcément, elles seront appréciées. Parce que vous pouvez ne pas avoir d'attitude vis-à-vis de la chose. De la même façon qu'on trouve la table rectangulaire parce qu'elle est rectangulaire, mais elle peut être rectangulaire sans que vous vous rendiez compte qu'elle est rectangulaire. D'accord ? Donc il y a des valeurs qu'on peut manquer. Ça, c'est le grand avantage, enfin, c'est un des grands avantages du réalisme au sujet des valeurs, c'est que vous pouvez apprendre à voir les valeurs. Quand on parle d'éducation au goût, vous pouvez la décrire de cette manière-là si vous êtes un réaliste au sujet des valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer son goût ? C'est apprendre à sentir, percevoir les valeurs dans les choses. Okay ? Être sensible à ces valeurs-là. Okay ? Si vous êtes en train de visiter un musée, vous vous ennuyez royalement devant ou une église à Venise, vous avez des tableaux dans tous les sens, puis vous avez quelqu'un de passionné de peinture qui vient vous dire « mais ça, regardez, c'est magnifique, c'est une représentation exceptionnelle de telle scène biblique pour telle et telle raison », il vous fait voir la valeur de la chose. Okay ? Ça, c'est ce que pense la manière dont la réaliste au sujet des valeurs décrit ce genre de situation. En tout cas, peut décrire ce genre de situation. Donc, dans cette optique, les émotions nous donnent accès aux valeurs à l'extérieur et nos jugements de valeur. Les jugements, ils sont conceptuels, les émotions, elles relèvent plus de quelque chose d'immédiat, d'intuitif. Nos jugements de valeur, ils sont justifiés par nos émotions. Nos émotions sont des perceptions de valeur. Si vous jugez quelque chose à une valeur, ben vous jugez pour la raison que vous avez une émotion vis-à-vis de cette chose. De la même façon que nos jugements au sujet de la forme de la table sont justifiés par nos perceptions visuelles de la table. Je crois que la table est rectangulaire parce que je vois qu'elle est rectangulaire. Je crois que la table est moche parce que je ressens qu'elle est moche. Okay ? C'est la même structure de justification. Et dans ces cas-là, si vous êtes un réaliste au sujet des valeurs ou un objectiviste, là je ne vais pas distinguer les deux, ben évidemment vous pouvez vous tromper au sujet des valeurs. D'accord ? Vous pouvez penser qu'un objet n'a pas de valeur alors qu'il en a. Vous pouvez penser qu'un objet a une valeur négative alors qu'il a une valeur positive. Vous pouvez vous tromper sur l'intensité de la valeur de l'objet. Vous pouvez trouver qu'il est très très beau alors qu'il est juste très beau, etc. etc. Okay ? Donc vous avez vis-à-vis des valeurs la même variété d'erreurs possibles que vous avez au sujet d'autres propriétés du monde. Donc, que sont les valeurs, plus précisément ? Ce sont des objets idéaux. Vous vous souvenez, les objets idéaux, c'est au sein des objets subsistants, vous avez ceux qui existent dans l'espace et dans le temps, puis vous avez les propriétés, les états de choses qui sont en dehors de l'espace et du temps. Les valeurs, elles peuvent subsister ou non. Vous avez deux types d'objets idéaux, ceux qui subsistent ou pas. Et chose importante que décrit déjà très bien Meinong, qui est aujourd'hui une thèse largement admise, peut-être ceux qui étaient là parmi vous quand on a fait au premier semestre les 13 questions philosophiques, j'en ai parlé un peu, vous avez cette thèse très plausible qui consiste à dire les valeurs, j'arrive tout de suite Justine, les valeurs des choses, elles sont fondées sur leurs propriétés naturelles. Donc si Paul est élégant, c'est parce que Paul porte un chapeau.
si quoi si Julie est méchante, c'est parce que Justine a fait un certain nombre d'actions, elle a torturé un bébé phoque pour rigoler, etc. Donc les valeurs sont toujours fondées dans des propriétés naturelles des choses. Justine. Juste pas compris ce que c'était dignitatif. C'est les valeurs. Fichue terminologie maïnongienne, les dignitatifs, c'est les valeurs. Okay, ça veut juste dire ça. Donc ce sont des objets d'ordre supérieur, ces dignitatifs ou ces valeurs, parce qu'ils présupposent des propriétés qui ne sont pas des valeurs. Avoir un chapeau, torturer un bébé phoque, etc. Okay. Et ça, c'est une grande thèse au sujet des valeurs, c'est que c'est des propriétés qui sont possédées par les choses en vertu du fait que les choses possèdent d'autres propriétés de niveau inférieur. Vous ne pouvez pas directement avoir une valeur. Vous ne pouvez pas être juste beau tout court. Si vous êtes beau, c'est qu'il y a quelque chose qui vous rend beau. Si vous êtes méchant, c'est qu'il y a quelque chose qui vous rend méchant. Okay. Et ce quelque chose, c'est une propriété de niveau inférieur. J'ai dit que je laissais tomber les valeurs personnelles. Et je termine cette présentation de Meinong par une citation intéressante sur, qui reflète bien l'esprit réaliste et fondamentalement descriptiviste de Meinong. L'esprit descriptiviste, il le reprend de Brentano. Son réalisme sur les valeurs, évidemment, ça c'est très singulier, ce n'est pas le cas de Brentano. Mais la question que pose ici Meinong, c'est est-ce que quand on fait de l'éthique, on est toujours en train de vouloir améliorer les choses, d'être dans une perspective pratique, ou au moins de ne pas vouloir les empirer? Est-ce que l'éthique est fondamentalement une science pratique? Apparemment, oui. Et Meinong dit non. Pourquoi est-ce que Meinong dit non? Il l'explique ici. La réponse à la question de savoir si l'inclusion de valeurs dans une science la rend pratique ou non dépend de la raison pour laquelle ces valeurs ont été introduites, par intérêt théorique ou par intérêt pratique. Dans le second cas, la valeur constitue un motif. Dans le premier cas, elle est l'objet d'une analyse théorique. Donc deux attitudes vis-à-vis des valeurs. Soit vous les prenez comme des motifs de vos actions, soit vous les prenez comme objets d'étude. Ainsi, l'éthique peut être, mais ne doit pas nécessairement être étudiée comme une discipline pratique. Fantastique cette phrase. L'éthique ne doit pas nécessairement être étudiée comme une discipline pratique. Quiconque, contrairement aux croyances du pragmatisme, estime que l'intérêt pour un objet en soi et non comme moyen d'atteindre une fin constitue un privilège de dignité, devrait également croire que l'éthique est dégradée lorsqu'elle est classée comme une simple discipline pratique. Donc, que dit Meinong ici? Il dit, nous, en philosophie, on fait tous de la philosophie théorique. Donc cette distinction philosophie théorique pratique, elle est... tout le monde fait de la philosophie théorique. C'est assez proche de ce que je dis parfois pour embêter mon collègue, le professeur Chevalier-Cossette, de tout est de la métaphysique et l'épistémologie, c'est juste une petite partie de la métaphysique, la petite partie de la métaphysique qui s'intéresse à la connaissance. Mais au fond, c'est la métaphysique, c'est tout, parce que la métaphysique, on veut comprendre ce que sont les choses. Meinong est très proche de penser quelque chose comme ça. Okay, ce n'est pas la métaphysique, pour lui qui est tout, c'est la théorie de l'objet. On veut savoir ce que sont les choses. L'attitude fondamentale de la philosophie vis-à-vis du monde, c'est l'attitude scientifique, c'est la curiosité, c'est l'intérêt, pas l'intérêt pratique, mais l'intérêt pour la découverte de la nature des choses. Parmi toutes ces choses qui existent dans le monde, il y a Lemire, il y a Giacomo, il y a des particuliers, il y a des états de choses, il y a le fait que vous soyez là aujourd'hui, il y a le fait que c'est la dernière séance sur Meinong, il y a la connaissance, et il y a les valeurs, et il y a les normes. Et notre attitude théorique vis-à-vis des valeurs et des normes, ça doit être d'essayer de les saisir, de les décrire dans leur diversité, dans leurs relations, etc. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de dire « Oh là là, c'est pas bien de torturer un bébé phoque » ou il faudrait être plus élégant ou n'importe quoi. Vous êtes juste en train de dire voici ce que c'est que l'élégance, voici ce que c'est qu'une valeur morale négative, voici quelles sont les relations entre ces valeurs et les normes, ces valeurs et leur soubassement naturel, etc. D'accord ? Donc ce que recommande Meinong vis-à-vis de l'éthique, c'est de la traiter non pas comme une discipline pratique qui émet des prescriptions ou des conseils, mais comme une discipline purement descriptive qui regarde le phénomène moral avec curiosité. On veut comprendre ce que c'est que ces choses que sont les valeurs, les normes, etc. Quand vous avez ça en tête, vous vous rendez compte que c'est très courant, ce type d'approche-là,
pour ceux d'entre vous qui ont suivi le cours d'introduction du professeur Chevary-Cossette à l'éthique, si vous faites de la métaéthique, c'est assez clair que vous avez ce type d'approche-là. Mais plus vous allez du côté de l'éthique normative ou de l'éthique appliquée, plus vous vous éloignez de cette approche un peu désintéressée, pratiquement désintéressée de l'éthique. C'est-à-dire, si vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut permettre légalement l'avortement, là, tout de suite, vous avez une question qui est très prescriptive, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous avez une approche plus théorique, comme le recommande Meinong, vous tenez éloigné de ce type de jugement prescriptif. Et vous voyez que ça cadre bien avec son réalisme. Bien. C'était tout pour Meinong. On en a fini avec ce brave Alexius. Je ne vous refais pas une conclusion parce que je l'ai déjà faite avant la pause et j'ai juste ajouté ces éléments sur sa théorie des valeurs. On passe maintenant enfin à notre troisième grand philosophe de cette tradition brentanienne, dont vous avez forcément entendu parler, philosophe central du XXe siècle, qui a eu une influence considérable, à savoir Edmund Husserl. Je vais vous dire, dans le temps qui reste aujourd'hui, un certain nombre de généralités sur Husserl, et puis on s'attaquera dès la prochaine fois à, en particulier, sa philosophie de la perception, qui permet de bien entrer dans sa philosophie plus généralement. Alors Husserl, il a suivi des cours de Brentano, il l'a lu de près, et il retient très fortement cette idée de Brentano, sur laquelle on a insisté au début de ce cours, que la philosophie est avant tout affaire de description plutôt que d'explication. Et Husserl va travailler cette distinction-là au point d'en faire presque le cœur de sa philosophie, de son approche de la philosophie. C'est lui qui popularise le terme de phénoménologie, que vous pouvez, en première approximation, tenir pour équivalent à ce que Brentano appelle la psychologie descriptive. Brentano aussi va utiliser un terme proche à phénoménologie, mais ça correspond à ça. Ce que dit Husserl, et là vous avez quelque chose qui est très proche de Brentano, il dit qu'il faut étudier la conscience et ses objets tels qu'ils nous apparaissent, en particulier qu'il faut se garder de réinterpréter la description des phénomènes mentaux à des fins naturalistes ou réductionnistes. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça ? Un exemple, alors qui est un peu anachronique parce qu'il apparaît plus tard, mais il est déjà en germe à l'époque où écrit Husserl, mais il culmine par la suite, c'est l'exemple suivant. Vous avez en philosophie de l'esprit, au XXe siècle, un programme qu'on appelle fonctionnaliste. On essaye de dire que tous les états mentaux sont définis par le fait qu'ils aient une fonction, soit ils causent un comportement, soit ils causent d'autres états mentaux, et puis cette fonction-là est réalisée par un certain nombre de connexions neuronales. Donc qu'est-ce que c'est qu'un désir ? Un désir, ça a pour fonction de vous faire bouger, vous faire vous éloigner du danger, vous faire vous défendre quand vous êtes attaqué, etc. Ça, c'est la définition fonctionnelle d'un désir. Et comment est-ce que le désir est implémenté, réalisé physiquement ? Par un certain type de structure cérébrale, de connexion, et puis là-dessus, on va regarder les neurosciences. Ça, en deux mots, c'est ce qu'on appelle le fonctionnalisme en philosophie de l'esprit. Objection au fonctionnalisme, oui, mais il y a tout un tas de choses dans l'expérience, la manière dont on ressent les désirs, mais aussi les émotions qui ne se laissent pas capturer en termes purement fonctionnels. C'est vrai que la douleur, ça me cause à retirer ma main quand ça brûle, mais il y a un aspect qualitatif de la douleur, ça fait mal, et si vous m'avez juste dit la douleur, c'est l'état mental qui fait retirer ta main quand ça brûle, il semble que l'aspect subjectif de cette expérience soit complètement laissé de côté. D'accord ? Vous pourriez avoir, même sans rien ressentir du tout, avoir une espèce de mouvement réflexe, à chaque fois que ça brûle, vous retirez votre main, et pourtant, dans ce cas-là, vous n'auriez pas de douleur. Donc, qu'est-ce qui fait la singularité, en première personne, comme même aiment le dire les phénoménologues, de cette expérience de la douleur ? D'accord ? Donc là, je ne suis pas du tout en train de vous parler de Husserl, mais d'un débat en philosophie de l'esprit tel qu'il a été discuté au XXe siècle. Quelle serait la réaction de Husserl par rapport à ça ?
ce serait de dire, ceux qui défendent le côté subjectif de la douleur ont bien raison, et d'un autre côté, ceux qui disent, puisqu'on ne peut pas expliquer cet aspect subjectif de la douleur, alors la douleur, c'est simplement une fonction ça a simplement un rôle fonctionnel, mais il n'y a pas d'aspect subjectif, ils commettraient précisément cette erreur, de dire, on va décrire les phénomènes mentaux de telle manière à ce qu'ils puissent rentrer dans nos cases fonctionnalistes ou réductionnistes ou peu importe. Donc l'idée de Husserl, c'est qu'il ne faut pas biaiser nos descriptions. D'accord ? Si on décrit, on décrit. On ne décrit pas avec un programme, on décrit les choses telles qu'elles nous apparaissent. Et c'est ce que Husserl appelle, qui est très souvent cité comme expression, le retour aux choses mêmes. Okay ? Décrivons les choses telles qu'on les vit, telles qu'on les constate dans notre expérience et dans le monde qui nous entoure, sans chercher à les faire rentrer dans des cases d'élabore. Donc, tout ça, c'est très brentanien. Husserl ajoute une couche, cependant, qui n'est pas brentanienne, qui est déjà présente chez Meinong, mais qui va culminer chez lui, c'est l'idée que la phénoménologie, c'est l'étude de l'essence de la conscience et de ses objets. Husserl utilise abondamment la notion d'essence que vous ne trouvez nulle part chez Brentano. On étudie l'essence des phénomènes mentaux. C'est dans la nature de la perception que de porter sur un objet qui existe. C'est dans la nature du jugement qu'est d'être basé sur une présentation, etc., etc. Donc il va, plus que tout autre avant lui, pousser très avant cette idée de phénoménologie qu'il comprend comme la description de l'essence des phénomènes mentaux notamment. Bien, donc ça c'est en gros son approche. Une courte biographie maintenant. Il est né en 1859 en Moravie. Ses parents sont juifs non orthodoxes, mais il se convertira au protestantisme avec son épouse. Il étudie les mathématiques. Ça va jouer un rôle important pour le début de sa philosophie. Vous allez voir que c'est assez... il y a quelque chose d'assez surprenant au fait que toute la philosophie de Husserl commence par des problèmes qui sont fondamentalement des problèmes formels, mathématiques, alors que Husserl est considéré, et à juste titre, comme le père de la phénoménologie, de la description de l'expérience subjective. Il n'y a pas d'opposition ici entre l'aspect formel et l'aspect subjectif. On va revenir en détail sur ce point. Donc il étudie les mathématiques, il entre en contact avec Weierstrass, grand mathématicien. Masaryk est un ami à lui, puisqu'il va être président de la République tchèque. C'est un élève de Brentano. Je vous l'ai mentionné déjà quand on parlait de Brentano. Et c'est lui qui l'encourage à suivre les leçons de Brentano à Vienne, ce qu'il fait. Donc Husserl part à Vienne de 1884 à 1887, et il va être très influencé par Brentano, qui l'encourage à aller travailler avec Stumpf, ses premiers étudiants. Karl Stumpf, un psychologue qui a une grande influence, dont on a peu parlé, mais qui va avoir aussi une grande influence sur Husserl. Et puis, il va soutenir dans ce cadre son habilitation, sa thèse d'habilitation en 1887 sur le concept de nombre. Donc, quand je vous dis qu'il commence par les maths, c'est pas rien. Et c'est pas rien parce qu'il a dans son comité d'habilitation Georges Cantor, le grand mathématicien, théoricien des ensembles, dont vous avez certainement entendu parler si vous avez fait des mathématiques ou suivi le cours de logique. En 1891, il publie son premier livre qui s'appelle, je vous le donne en mille, La philosophie de l'arithmétique. Okay. J'insiste là-dessus. Enfin, pardon, quand on entend aujourd'hui Husserl, tout le monde dit Husserl, c'est le philosophe de l'expérience vécue, de la subjectivité, de la manière dont... Mais tout ça commence par une étude des mathématiques. Donc il ne faut pas que vous ayez c'est une fausse dichotomie de dire il y a d'un côté les philosophes qui s'intéressent à l'expérience et de l'autre côté ceux qui s'intéressent à la logique et aux maths. Chez Husserl, vous avez les deux très clairement développés dans un grand niveau de raffinement et de complexité. Alors, ça c'est important pour comprendre Husserl, mais c'est aussi important par rapport à la question d'arrière-plan que je vous mentionnais tout à l'heure, qui est de dire toute cette école brentanienne de philosophie
eh ben, elle est à l'origine, pas à l'origine seulement dans le sens où elle en est la cause, mais elle se situe à une période où le schisme entre philosophie continentale et analytique n'a pas encore eu lieu et où ces philosophes travaillent ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure, échange entre Meinong et Russell, grand philosophe brentanien et grand philosophe analytique. Ici, vous avez Husserl. Qu'est-ce qui va fonder tous les premiers travaux de Husserl? C'est son échange avec l'autre père de la philosophie analytique, Frege. Mais ici, les choses se passent un peu différemment parce que Frege va lire le livre Philosophie de l'arithmétique de Husserl et il va l'accuser de psychologisme. Et on va voir que ça, c'est l'insulte suprême qui va convaincre Husserl lui-même qu'il s'est trompé. Husserl va renoncer à ses thèses de la philosophie de l'arithmétique sous l'influence de la critique de Frege, mais aussi d'autres philosophes importants comme Lotze, Bolzano, dont nous a parlé Paolo Natali pour ceux qui suivent le cours 13 controverses philosophiques, Twardowski, et qui va le conduire à une forme de platonisme. Donc vous pouvez penser en première approximation à cette opposition entre psychologisme et platonisme. Je vais vous dire en quoi ça consiste, mais gardez juste en tête que c'est le couple d'opposés ici. Il est d'abord psychologiste et il devient platoniste, et ça le conduit à écrire ce qu'on considère très largement comme son opus magnum, à savoir les recherches logiques en 1900-1901, où il va rejeter toute forme de psychologisme en philosophie. Alors, qu'est-ce que c'est que le psychologisme? Eh bien, c'est l'idée qu'on va concevoir les questions de philosophie, de mathématiques, de logique, comme des sous-branches de la psychologie. D'accord? Donc, c'est l'idée, en gros, que la psychologie, c'est la discipline mère, et que pour faire de la philosophie, il faut faire de la psychologie, pour faire des maths, il faut faire de la psychologie, pour faire de la logique, il faut faire de la psychologie. Et ça, Husserl, sous l'influence de ses auteurs, et de Frege en particulier, va dire non, surtout pas. Okay? La psychologie empirique, celle qui étudie le comportement, celle qui étudie le fonctionnement de nos états mentaux, ce n'est pas elle qui va nous aider à faire des mathématiques, de la logique ou de la philosophie. Alors, bien, je finis sur sa biographie. Il obtient sa première chaire à Göttingen en 1906, et là, il va se détourner de plus en plus de la tradition brentanienne, y compris de Meinong, de Bolzano, de Brentano évidemment, pour s'intéresser, pour être de plus en plus influencé par la tradition kantienne. Okay? Vous vous souvenez qu'il y a une grande opposition entre Brentano et Kant, et ça va le conduire en 1913 à ce que lui-même appelle son tournant transcendantal, dans son deuxième grand ouvrage, Les idées directrices pour une phénoménologie, qu'on appelle souvent juste les Ideen. 1916, il accepte un poste à l'université de Freiburg en Brisgau, donc c'est pas très loin d'ici, c'est tout près de Bâle, où il succède au néo-kantien Heinrich Rickert. Ses étudiants, dont Edinstein et Roman Ingarden, dont vous avez peut-être entendu parler dans d'autres contextes. Edinstein a écrit un grand livre donc c'était une mystique qui a écrit un grand livre sur l'état, notamment très intéressant. Roman Ingarden, lui, s'est beaucoup intéressé à l'esthétique en particulier. Et il va y rencontrer Heidegger. En 1920, c'est devenu le philosophe le plus influent en Allemagne. Les choses vont se corser pour lui, puisqu'il prend sa retraite en 1929. Heidegger lui succède à Freiburg. Heidegger qu'il a rencontré, qu'il a lu. En 1931, il publie ses méditations cartésiennes. Et puis là, évidemment, ça commence à sentir le roussi pour lui. Vous vous souvenez qu'il est juif de naissance et la situation en Allemagne est évidemment très inquiétante pour lui, d'autant plus que Heidegger lui a succédé et que vous connaissez les affinités d'Heidegger avec le nazisme. Heidegger, son élève, lui retire le droit d'accéder à la bibliothèque en tant que professeur juif, ce qui est un beau signe de gratitude. Donc il se sent de plus en plus menacé. Il donne en 1936 une série de conférences à Prague, qui serait un peu qu'on considérait comme son troisième grand ouvrage, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, qu'on appelle la crisis plus généralement, plus brièvement. Et puis il meurt en 1938 à Freiburg. Donc je vous ai dit ces trois ouvrages majeurs
ici, j'y reviens pas. Nous, on va principalement s'intéresser à son premier ouvrage, à savoir les recherches logiques. Mais pour vous décrire en 2 mots l'évolution de Husserl ici, j'ajoute les quelques choses suivantes. Dans les recherches logiques, Husserl est un brentanien pur, il est réaliste, il est même platonicien, on va le voir, il accepte qu'il y a des essences des choses, il existe une réalité extérieure à nous, on peut la connaître. Et puis, je vous l'ai dit, il va être influencé par Kant et les néo-kantiens. Et comme vous le savez, Kant, c'est une forme de réalisme qui est vraiment minimale, parce que la seule chose qui existe indépendamment de nous, pour Kant, c'est ce que Kant appelle le noumen, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout connaître. On ne peut rien en dire. Vous ne pouvez même pas dire que les noumens sont dans l'espace, vous ne pouvez pas les compter. Donc, évidemment, si vous avez cette forme de réalisme-là, vous êtes tout près de l'idéalisme. Kant s'en défend en disant non, non, mais en fait, si la seule réalité que vous acceptez, indépendante de nos représentations, c'est une réalité au sujet de laquelle vous ne pouvez rien dire, c'est très tentant de la passer par-dessus bord et de se dire on n'a pas besoin de ce truc des noumens, ce que vont faire tous les idéalistes après Kant. Alors, quelle forme prend ce tournant kantien ou transcendantal chez Husserl? Et parce que la notion qu'introduit Husserl dans ses Ideen, c'est la notion d'époquer, abstention ou substention de jugement, qu'il appelle aussi réduction phénoménologique. Qu'est-ce que veut dire Husserl ici? Il veut dire, si vous voulez vraiment faire de la phénoménologie, il faut vous abstraire, quitter ce qu'il appelle l'attitude naturelle. C'est quoi l'attitude naturelle? C'est l'attitude qu'on a, vous et moi, au quotidien, quand on pense qu'il y a un monde extérieur indépendamment de nous. On pense que quand on ferme les yeux, les choses autour de nous continuent à exister. On est des réalistes naïfs. Et Husserl dit qu'il faut mettre cette attitude naturelle entre parenthèses pour passer à une attitude transcendantale. Okay? Donc oublions, ne nous intéressons pas à la question de savoir si les choses existent en dehors de nous, décrivons-les indépendamment de ce postulat d'existence. Donc il faut décrire la conscience pure, mettre entre parenthèses le réalisme ordinaire, parle encore de nullification métaphysique du monde. Okay? Donc là, vous voyez, vous avez un mouvement totalement opposé à Meinong. Meinong fait et à Brentano, tous les deux font de la métaphysique, ne dissocient pas la philosophie descriptive, leur approche descriptive de la philosophie de leur métaphysique. Au contraire, vous vous souvenez, pour Brentano, le réisme va de pair avec sa description des états mentaux. Pour Meinong, on a vu la même chose, même s'ils ont à l'arrivée des métaphysiques très opposées. Tous les deux mettent ensemble la description des états mentaux avec leur implication métaphysique. Husserl coupe ce lien-là. Il dit maintenant on ne fait plus que de la psychologie descriptive, de la phénoménologie au sens propre, et on va arrêter de s'embarrasser avec ces questions métaphysiques. Ça, c'est le Husserl, le second Husserl. Alors, ce n'est pas le premier qui va nous intéresser, ce n'est pas ce second Husserl qui va nous intéresser ici. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est ce premier grand livre en 3 volumes de Husserl, qui sont les recherches logiques en 1901, qui contient une mine d'idées, de distinctions, de suggestions qui ont eu une influence considérable. Je vous ai mis là un petit résumé, mais ça va être un peu pénible que je vous lise ça. Je vous le laisse sur les diapos si vous voulez avoir une petite idée de la structure du livre, qui est composée donc de 6 recherches. Et ce que je voudrais vous dire dans les 5 minutes qui nous restent, c'est essayer de comprendre ce que c'est que cette impulsion de départ de Husserl, qui consiste à dire « je veux renoncer à mon psychologisme ». Qu'est-ce que c'est que cette idée de psychologisme qu'on utilise à tout va à l'époque, et en quoi est-ce que c'est un problème? Donc son premier livre sur l'arithmétique est accusé de psychologisme par Frege, et son second grand livre, Husserl en réaction, notamment à la critique de Frege, dit bon, je vais montrer que je vais changer de théorie et je vais montrer qu'il faut absolument réfuter le psychologisme. Alors qu'est-ce que c'est que le psychologisme? En logique, le psychologisme, c'est la thèse selon laquelle la logique décrit la manière dont on pense. Est-ce que vous voyez pourquoi est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est un problème? La logique, ça décrit la façon dont on pense. Si vous allez au cours de logique, que vous dites ça au professeur Chevary-Cossette, pourquoi est-ce qu'il va être fâché?
Parce qu'il est totalement imprévisible. Pourquoi est-ce que la logique, ça ne décrit pas la façon dont on pense? Giacomo? Ah, alors oui, il y a une façon dont on pense. La logique, elle n'est pas toujours suffisamment expressive, donc elle est incapable de rendre compte d'un certain nombre de déductions qu'on fait, du contexte, effectivement, de certaines variations dans le sens des mots. Ça, c'est vrai. Mais là, c'est pas quand Husserl va s'attaquer à ça, c'est pas pour dire la logique, la psychologie est plus riche que la logique. C'est pour dire, au contraire, si vous faites ça, vous faites du mal à la logique elle-même. Okay? Là, vous êtes en train de dire la logique, elle est un peu limitée. Mais ce que Husserl veut dire, c'est l'inverse. C'est la psychologie, elle est limitée. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas nous permettre de fonder la logique. Vladimir? Non? Pourquoi est-ce que la logique, c'est pas la façon, ça ne décrit pas la façon dont on pense? Prenez par analogie, est-ce que vous pensez que la morale, l'éthique, décrit la façon dont on agit? Si vous avez devant vous un philosophe moral, encore le professeur Sherry Cossette qui vous dit, facile l'éthique, c'est juste la description de nos comportements, de la manière dont on agit. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette proposition? Giacomo? Exactement, la morale, elle vous dit ce qu'on devrait faire, d'accord? Elle ne nous dit pas forcément ce qu'on fait. Enfin, si vous avez un moraliste qui vous dit, les lois morales, c'est ce que vous faites, il faut être content, vous êtes toujours vertueux, quoi que vous fassiez, je torturerai un bébé phoque. Eh ouais, c'est une loi morale, c'est très bien. Ah non, il ne faut pas le faire, d'accord? Donc, l'éthique, la morale, c'est censé dire... Alors, oubliez la citation de Meinong que je vous ai donnée précédemment, qui a une approche théorique de la morale, mais l'éthique telle qu'on la comprend ordinairement, c'est censé dire non pas ce qu'on fait, mais ce qu'il faut faire. Eh bien, la critique du psychologisme, pour reprendre une formule célèbre de Herbart, ça consiste à dire, en logique, ça consiste à dire, la logique, c'est pas l'étude, ça ne décrit pas comment on pense, ça décrit comment on doit penser. C'est pour ça qu'on peut faire des erreurs de logique. Si la logique a fait que décrire la manière dont on pense, on ne pourrait jamais se tromper. Il suffirait de le faire, puis ce serait une loi logique. Mais non, la logique, elle a une aspiration normative. Elle a une aspiration d'objectivité. Toujours et partout, le modus ponens, c'est une bonne déduction. Par contre, si vous dites si P alors Q, donc si Q alors P, alors là, non, ça pas du tout. Okay, ça ne marche pas. Et pourtant, c'est des erreurs qu'on fait souvent, comme tout un tas d'erreurs logiques qui sont souvent faites. Okay, donc il ne suffit pas que quelque chose soit souvent fait pour que ce soit une loi logique. Et bien ça, c'est l'erreur fondamentale du psychologisme. Si vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi Husserl, Frege et tant d'autres ne veulent pas du psychologisme. Une confusion entre une thèse purement empirique, qu'est-ce qu'on fait, avec une thèse beaucoup plus normative ou à une aspiration plus universelle, indépendante des soubresauts de l'expérience, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui est vrai toujours et en tout temps. Psychologisme en mathématiques, c'est la thèse selon laquelle les mathématiques décrivent des structures de pensée. Des opérations mathématiques seraient des opérations mentales. Là encore, l'antipsychologisme mathématique dit non, les mathématiques, ils ont un aspect normatif, ils veulent décrire un monde objectif, des vraies relations entre un certain nombre de phénomènes, de nombres, de figures, etc. Psychologisme du jugement, c'est la thèse selon laquelle ce qui est jugé, la vérité de ce qui est jugé, dépend de l'évidence interne. Là, ça devrait vous rappeler Brentano, qui est dangereusement proche de cette théorie-là. Vous savez que l'évidence interne, c'est finalement le juge ultime chez Brentano, y compris en ce qui concerne la vérité. Là encore, non, la vérité, ça ne dépend pas de ce qu'il y a dans notre tête. D'accord ? Donc vous voyez que le point commun de de tout le psychologisme, c'est de dire à l'arrivée qu'on parle de vérité, de mathématiques, de logique. Il suffit de regarder dans la tête pour savoir l'alpha et l'oméga de ces disciplines. Donc si vous souscrivez au psychologisme, vous pouvez juste vous désinscrire de votre cursus de philosophie, puis dire on va faire des sciences cognitives, on va faire de la psychologie sérieuse. Et puis ça va nous donner les clés de l'éthique, ça va nous donner les clés de la logique, ça va nous donner les clés des mathématiques, etc. Okay. Alors attendez avant de partir, parce que justement, Husserl pense que vous auriez totalement tort de faire ça. Comme la majorité des philosophes, évidemment, ils pensent que le psychologisme est
une erreur. Donc le psychologisme implique que la logique, les mathématiques, la théorie de la signification et la vérité sont des branches de la psychologie. Okay. Ça a tout un tas d'implications relativistes assez évidentes, c'est qu'il y a autant de logique et de mathématiques qu'il y a de manières de penser. Donc si Justine aime bien le modus ponens et qu'elle fait toujours des modus ponens, ben, le modus ponens c'est une loi logique pour Justine. Mais si Giacomo, lui, il ne fait jamais de modus ponens et qu'il fait toujours un raisonnement très bizarre, si P alors Q, donc R, et bien ça c'est une loi logique pour Giacomo, et puis voilà. Allons-y gaiement, chacun faisons notre logique et nos mathématiques. Donc c'est très dur d'éviter ce genre de conséquences, en tout cas c'est une pression importante que vous avez si vous endossez le psychologisme, de dire pourquoi il n'y a pas autant de vérité, de lois logiques, de théorèmes mathématiques qu'il y a de personnes ou de manières de penser. Alors comment est-ce qu'on évite ça? Eh bien, Husserl se pose la question très sérieusement. Il ne suffit pas de dire, de voir, il y a un problème avec ça. Il faut essayer de voir quelle est la solution à ce problème. La solution de Kant, vous devez vous en souvenir, ça consiste à dire, en fait, on peut éviter cette implication relativiste. Pourquoi? Parce que les catégories a priori de la pensée sont les mêmes pour tous. On est tous ainsi constitués en tant qu'hommes par les mêmes formes pures de l'entendement, de la sensibilité et les catégories de l'entendement. Donc ça fait que fondamentalement, si on ne pense pas selon ces lois-là, on ne pense pas selon notre constitution commune. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, mais il y a quelque chose dans notre psychologie transcendantale, quelque chose qui est commun à tous. Ce n'est pas du tout l'option que prend Husserl. J'insiste ici pour dire qu'il est très éloigné de Kant au départ, pour mieux vous faire sentir ce qui se passe quand il rejoint Kant. L'option que prend Husserl, et je termine là-dessus, c'est de dire non, la raison pour laquelle chacun ne peut pas faire ses lois logiques comme il veut, chacun ne peut pas avoir sa vérité comme il veut, c'est pas qu'on a les mêmes structures dans la tête, vous et moi, c'est qu'il y a des vérités platoniciennes, platoniques, universelles. Il y a des lois logiques universelles. Il y a des significations des termes qui sont les mêmes partout. Il y a des entités mathématiques qu'on peut découvrir et étudier. Elles sont là, dans ce ciel platonicien-là. Okay. Et si vous vous trompez, c'est que vous avez échoué à en capturer l'essence. Donc il y a un ciel platonicien qui contient tout un tas de choses qui ont des essences, qu'on a la capacité de saisir avec notre intuition, et ça nous permet de comprendre pourquoi le nombre 3 est impair, pourquoi le modus ponens est une règle de déduction valide, etc. etc. D'accord ? Donc ces choses-là sont en dehors de nous, et notre attitude consiste à les saisir, et c'est la même chose pour la signification des mots. On va voir que la philosophie du langage de Husserl est très importante. Ce que signifient les mots, ce n'est pas dépendant de nos aléas subjectifs. Autrement dit, si Justine se met à dire moi, ce que j'appelle un chien, dorénavant, c'est ça, c'est l'herbe. Ben non, ce n'est pas ce que veut dire chien. Okay. Chien, ça signifie un même concept. Ce concept-là, il existe indépendamment des psychologies individuelles. Mais on verra ça, non pas la séance prochaine, mais celle d'après. À partir de la séance prochaine, on va s'intéresser en particulier à la théorie de la perception de Husserl. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très riches dans cette théorie de la perception, qui le placent complètement à l'opposé de David Hume. Merci pour votre attention et je me réjouis de vous retrouver mardi prochain.